Bonjour à tous, bienvenue sur French Family Transitions, le podcast des familles françaises en Angleterre. Avec Victoria Plisson, avocat en droit de la famille, et Chloé O, coach de divorce pour expats. Dans nos épisodes mensuels, nous partageons des informations légales et des conseils pratiques pour aider les familles françaises en Angleterre à mieux gérer leur transition familiale. Bonjour Victoria. Bonjour Chloé. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va, mais alors là, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de choses à dire. Exactement. Parce qu'on parle du choix des juridictions, et surtout entre l'Angleterre et la France. Oui. Et je suis sûre que toi aussi, tu vois ce thème de manière récurrente avec tes clients. C'est une des premières questions qui se posent, notamment au tout début du processus. Donc les gens sont souvent très coincés sur cette question-là. Et c'est vrai que des fois, il y a des grosses différences, des fois, il y en a moins, mais c'est important de comprendre la différence et de s'assurer qu'on choisit la meilleure juridiction pour son scénario personnel. Et donc, du coup, je voulais qu'aujourd'hui, on passe un peu de temps à regarder les différences principales pour que les gens soient conscients des choses à explorer vraiment, pour essayer de prendre la bonne décision, qui est une décision quand même assez importante. Alors, avant même d'attaquer les différences, ce qui est important de savoir, c'est que l'option n'est pas toujours possible entre la France et l'Angleterre. Ce sera seulement dans certains cas. Et c'est vraiment du cas par cas. Donc, on vous conseille évidemment d'aller voir un avocat le plus rapidement possible qui vous conseillera sur les options qui s'offrent à vous. Et si jamais il y a une option qui s'offre à vous entre la France et l'Angleterre, il vous présentera en fait le pour et le contre et vous présentera les critères qu'on va évoquer maintenant. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a même pas le choix. On pense qu'on a le choix parce qu'on a des liens à différents pays, mais il y a des règles juridiques qui font qu'en fait, on n'a pas l'option. Exactement. Et une fois qu'on sait quelles sont nos options, c'est vraiment de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque pour essayer de prendre cette décision qui, des fois, a des gros impacts financiers, mais pas forcément. Oui. Parfois, il n'y a pas forcément de différence entre la France et l'Angleterre, mais parfois, ça peut faire des différences énormes pour chaque partie et avoir un impact énorme sur leurs finances. C'est pour ça que c'est un choix crucial à faire. Donc, on va commencer par les différences en termes de procédure, du processus lui-même. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en France, l'avocat est obligatoire dès le début de la procédure, et même si c'est un divorce par consentement mutuel. Alors qu'en Angleterre, l'avocat n'est jamais obligatoire. Ouais. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour les gens parce que ça rajoute un petit peu de frais. Par contre, de manière intéressante, ça reste quand même beaucoup moins cher en moyenne de divorcer en France. Le prix moyen d'un divorce en Angleterre, c'est 14 000 livres. Et ça inclut les questions de finances et d'enfants, pas juste le divorce lui-même. En France, c'est du 6 000 livres. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais après, il y a aussi d'autres frais qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que si on a des documents français qu'on divorce en Angleterre, il faut tout faire traduire. C'est une traduction officielle qui est requise, ça coûte un peu d'argent, ça prend du temps. Et puis des fois, il faut aussi se demander si on est à l'aise de faire un processus en anglais, avec déjà le jargon juridique qui est difficile à comprendre, mais en plus, si c'est une langue étrangère dans laquelle on n'est pas à l'aise, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Oui, ça peut évidemment être plus compliqué. Une autre différence assez importante, c'est qu'en Angleterre, le divorce, les finances et les enfants, ce sont 3 procédures distinctes. C'est-à-dire que si vous commencez une procédure pour le divorce, vous ne commencez pas une procédure pour les finances, qui est une procédure séparée. Alors qu'en France, quand vous assignez en divorce, vous entamez en même temps la procédure qui va permettre de régler vos finances. Ensuite, la question des enfants, c'est un petit peu plus complexe parce que ça va dépendre où les enfants sont habituellement résidents. Donc même si vous divorcez en France, si jamais les enfants sont habituellement résidents en Angleterre, ça peut entraîner des complications et un morcellement du contentieux. Quelque chose à prendre en compte aussi, dans la complexité du processus dans lequel on se lance. Si on habite en Angleterre, si la juridiction française est plus favorable, ça vaut peut-être le coup quand même de dissocier les finances et les enfants, mais c'est pas forcément très pratique et c'est vrai que ça peut compliquer sacrément les choses. Oui. Un autre critère qui est moins connu, mais qui est essentiel, c'est la question des mesures provisoires. En France, elles sont incluses en fait dans la procédure principale de divorce. C'est-à-dire que quand vous allez assigner votre époux en divorce, vous allez avoir une section dans l'assignation sur les mesures provisoires et la première audience de divorce, elle sera dédiée aux mesures provisoires. Donc c'est la pension alimentaire pour les enfants et pour l'époux pendant la durée de la procédure. Et c'est également la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal qui peut être attribuée par le juge à l'un ou l'autre des époux, à titre gratuit ou non. En Angleterre, c'est différent parce que les mesures provisoires ne font pas partie de la procédure principale sur les finances. C'est-à-dire que si les parties veulent avoir une pension alimentaire pendant la durée de la procédure, il faudra faire une demande
supplémentaires. Donc évidemment, ça rajoute une procédure, ça rajoute des coûts et ça complexifie en fait tout le processus. Et ça c'est un gros sujet parce que un divorce en Angleterre, ça peut durer à peu près au minimum 8 mois, entre 6 et 8 mois. En France, la durée moyenne peut être plus rapide si on part avec un divorce en consentement mutuel, mais n'empêche que dans tous les cas, ça prend du temps et que pendant cette période, il y a énormément de conflits qui peuvent se développer. Oui. Et la question de la jouissance du domicile conjugal, c'est un énorme thème, mais même qui continue à payer les factures, qui voit les enfants quand, les logistiques, tout ça. Si on a au moins 8 mois devant soi de cohabitation et de flou en attendant une résolution, ça peut devenir très compliqué. Et puis des fois, je remarque que ça enflamme en fait les négociations. Parce qu'il y a tellement de contentieux sur ces mesures qui sont en fait très court terme, qu'on n'arrive même pas à avoir la conversation au long terme, parce que personne n'arrive à se mettre d'accord sur même le maintenant. Et aussi, la chose à garder en tête, c'est que ça crée un précédent. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on met en place en mesure intérimaire. Parce que, si les enfants, par exemple, ont l'habitude d'être avec les parents 50-50, ça va être pris en compte au moment des décisions si ça va au tribunal. Oui, c'est vrai. Ensuite, il y a l'option entre un divorce contentieux ou un divorce à l'amiable. Oui, c'est un gros sujet aussi, parce que en France, on a les deux options. En Angleterre, il n'y a que le no fault divorce. Donc, ça veut dire que tous les comportements ne sont pas pris en compte, en fait. C'est ça. Donc, si votre ex ou votre bientôt ex vous a trompé ou s'est mal comporté, que vous voulez avoir un peu ce côté de justice émotionnelle, c'est vrai que pour certaines personnes, la France, ils aiment pouvoir déposer un dossier au contentieux avec une reconnaissance de ce que l'autre a fait. Oui. Et en Angleterre, ça ne fait absolument pas partie du processus. Exactement. Et il faut accepter ça. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est une question plus philosophique à ce stade-là. Selon ce qu'on veut obtenir, un divorce, c'est pas que l'obtention de certaines conditions financières, c'est aussi la reconnaissance de la fin de son mariage, et il y a un processus émotionnel aussi. Oui, exactement. Il y a aussi la question de la durée du processus. Et oui, alors ça varie aussi beaucoup. Ouais. Et donc, j'ai touché là-dessus un petit peu déjà, mais c'est pas forcément le même investissement financier et en termes de temps. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on y réfléchit pour s'assurer que ce soit aligné à nos priorités. Donc, si la personne qui divorce me dit « Maman, la top priorité, c'est de divorcer le plus vite possible », dans ce cas-là, potentiellement, la France peut être plus avantageuse. C'est pas forcément le meilleur résultat financier qui est à prendre en compte pour la décision. Alors attention, pour la rapidité, la France n'est pas forcément avantageuse parce qu'il y a le droit d'appel automatique en France, alors qu'il n'est pas automatique en Angleterre. En Angleterre, il faut avoir permission to appeal, donc il faudra demander au juge la permission de faire un appel, et on le voit que très très rarement, alors qu'en France, si une partie n'est pas satisfaite du jugement de première instance, elle peut automatiquement faire appel. Donc c'est aussi un critère à prendre en compte quand on choisit entre la France et l'Angleterre, se dire qu'en France, on va potentiellement tout recommencer en appel. Ouais, ça c'est un bon point. Justement, ça nous mène au prochain thème, qui est vraiment la conversation par rapport à la différence de loi. Oui. Parce que les lois sont pas les mêmes dans les deux pays. Alors ça, justement, c'est ce qui intéresse le plus nos clients. Quelle est la loi qui leur est la plus favorable ? Alors, en fait, le système anglais est très différent du système français. En Angleterre, on a un système discrétionnaire. Et pour le capital, donc la répartition du patrimoine, le point de départ, c'est 50-50. Mais comme c'est un système discrétionnaire, les parties peuvent argumenter dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, dire qu'un bien a été acquis avant le mariage, qu'il a été reçu par donation ou succession. Sachant que si les parties divorcent en Angleterre, mais qu'elles ont fait un contrat de mariage en France ou un prenuptial agreement en Angleterre, le contrat ne sera pas automatiquement appliqué par le juge anglais. Il peut être pris en compte, mais le juge peut décider de l'écarter, notamment s'il ne permet pas de satisfaire les besoins des parties. On peut prendre un exemple tout simple, des Français qui ont un contrat de mariage de séparation de biens, qui divorcent en Angleterre, et tout le capital est composé de biens propres au nom de monsieur. Si on applique le contrat à la lettre, madame se retrouve sans capital. Le juge anglais ne va pas tolérer ça, il voudra que madame puisse se reloger, par exemple. Donc, il va s'écarter du contrat et essayer de rendre le settlement plus favorable.
Et ça peut sembler très étranger et très étrange en fait pour un Français, parce que nous on est habitué à une loi codifiée où il y a une règle, c'est le régime matrimonial, on applique comme ça. En fait, en France, les gens se battent pas tellement pour la division des biens parce qu'il y a des règles claires. Oui, en France, on est à l'opposé du système anglais puisqu'on a justement des régimes matrimoniaux, donc des règles qui régissent les rapports patrimoniaux entre les époux et à l'égard des tiers pendant le mariage et ensuite au moment du divorce. Et donc ce régime, il va être appliqué par le juge. Si jamais les parties ont conclu un contrat de mariage, il va être appliqué par le juge. Donc il y a beaucoup moins de discrétion du côté français. En raison des différences entre ces systèmes, l'Angleterre est connue comme la capitale mondiale du divorce, qui est généralement plus favorable à la partie qui a moins de moyens financiers. Et donc c'est généralement ça qui va faire pencher la balance pour les parties. Oui, et puis d'ailleurs, ça mène à un thème important aussi d'une grosse différence, c'est la divulgation financière, parce que ça, c'est pas le même processus en Angleterre qu'en France. Exactement. Et pareil, pour la personne qui a potentiellement moins de moyens, ça peut être plus intéressant d'aller dans un pays ou l'autre. Parce que la divulgation financière, donc financial disclosure, elle est beaucoup plus extensive en Angleterre qu'en France. En Angleterre, les parties doivent remplir ce qu'on appelle le Form I. C'est un formulaire qui les oblige en fait à divulguer toute leur situation financière, tout leur capital, qui soit situé en Angleterre ou dans d'autres pays, tous les revenus qu'ils perçoivent, leurs dettes, etc. En France, on a des obligations beaucoup moins importantes. Et il y a un autre sujet qui est lié, c'est qu'en France, la loyauté de l'avocat, elle est avant tout par rapport à son client. C'est-à-dire que l'avocat devra faire ce que le client veut. Par exemple, alors qu'en Angleterre, les sollicitors sont des officers of the court. C'est-à-dire que si, par exemple, un solliciteur a un client qui vient lui dire « j'ai un compte bancaire dans un paradis fiscal et je ne veux pas le divulguer », le solliciteur, il n'aura pas le choix. Il devra être divulgué. Alors qu'en France, c'est pas pareil. Il y a une confidentialité des échanges entre les avocats et les clients. Ouais. Et alors, l'autre chose à prendre en compte, c'est aussi la question de l'exécution. Donc, c'est pas parce qu'on est divorcé dans un pays que ça va forcément être exécutoire dans l'autre. Oui, un autre critère à prendre en compte, donc, c'est regarder où sont situés les biens des parties et où est situé le potentiel débiteur de la pension alimentaire. Si, par exemple, vous divorcez en France, mais que tous les biens sont situés en Angleterre et que il faudra faire exécuter en fait le jugement français en Angleterre. Donc, ça rajoute en fait d'autres procédures, d'autres frais, et puis ça rallonge la durée de la procédure aussi. Du coup, on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le cas par cas. Parce que si on sait, par exemple, qu'on va rentrer en France après, on a déjà ce projet, il faut prendre ça en compte, déjà dans le choix de la juridiction, mais aussi dans les accords qu'on construit et sur lesquels on se met d'accord, ou que le juge va potentiellement mettre en place. Mais ça va être pris en compte parce qu'on veut s'assurer que ce soit exécutoire. Donc, un exemple par rapport à la pension alimentaire, on peut avoir une pension alimentaire qui est dans un order anglais, mais si on déménage en France et que celui qui est censé payer arrête de payer et que c'est pas exécutoire, ça devient beaucoup plus compliqué de récupérer cet argent-là. Oui, c'est vrai. Puis il y a évidemment d'autres critères à prendre en compte. Il y a la question des taxes et des impôts que vous pouvez payer sur les pensions alimentaires et sur la liquidation. En France, par exemple, on a une taxe qui s'appelle le droit de partage. Donc on vous encourage d'aller voir aussi des avocats fiscalistes pour vous renseigner sur les conséquences en fait financières du divorce en termes d'impôts. Il y a la question des pensions de retraite. Le juge anglais, il peut diviser une pension de retraite, le juge français ne peut pas. Donc il y a vraiment plein de petits critères à regarder et c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis le début, c'est au cas par cas, il n'y a pas de réponse universelle. Et c'est pour ça que justement, c'est très important de parler à des avocats dans toutes les juridictions potentielles pour comprendre A, si on peut divorcer là-bas, et puis B, à quoi ça ressemblerait si on divorçait dans ce pays-là. Oui, c'est ça. Et après, vraiment regarder toutes les cartes, toutes les informations qu'on a pour prendre la meilleure décision pour soi. Oui, et puis aussi, un point très important qu'on n'a pas encore abordé, c'est la période de cohabitation avant le mariage. Donc en Angleterre, quand on calcule la durée du mariage, on va prendre en compte la période de cohabitation des parties avant le mariage. Donc, par exemple, si on avait un mariage de 2 ans, mais une cohabitation de 10 ans, ça peut tout changer. Parce qu'en fait, la durée du mariage, ensuite, elle a une incidence sur la division des finances, donc sur la pension alimentaire et sur la division du capital. Alors qu'en France, la durée du mariage, elle commence, en fait, le point de départ, c'est le mariage lui-même. On ne prendra pas en compte le fait que les parties aient vécu ensemble avant. Oui, donc encore quelque chose à prendre en considération. Si on a vécu ensemble pendant longtemps avant de se marier, il faut voir comment ça va jouer dans l'équation. C'est ça. Bon, alors, nos 3 points pour résumer tout ça. Alors, pour résumer, on l'a dit plusieurs fois, c'est
votre situation personnelle qu'on va prendre en compte. Ouais. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Ensuite, un deuxième conseil, c'est d'aller vous renseigner auprès d'avocats dans chaque juridiction, si jamais il y a une option qui s'offre à vous, pour connaître en fait les différents critères et étudier votre situation personnelle avec eux et faire le meilleur choix possible. Ouais. Et on vous encourage évidemment à aller consulter des avocats le plus rapidement possible, parce que souvent, on va avoir ce qu'on appelle une course à la juridiction. Et il faudra en fait aller assigner le plus rapidement possible une fois que vous avez choisi la juridiction dans laquelle vous souhaitez divorcer. Oui, on va faire un épisode spécifique là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la course à la juridiction. Mais comme toujours, plus on peut être préparé en amont, plus on peut faire sa recherche, parler aux bons avocats à l'avance, mieux on sera préparé pour pouvoir anticiper ça et s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Victoria. Merci Chloé. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nos coordonnées sont dans la description de l'épisode. Retrouvez-nous pour un prochain épisode sur comment protéger son couple en cas d'expatriation.